ma professeure, mon enseignante m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Et j'ai pas voulu lui répondre. J'ai dit, regarde, je suis tombée. J'ai fait une mauvaise chute. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a dit, non, Nali, il s'est passé quelque chose et tu vas me le dire. Puis, à partir de là, j'ai gardé la bouche fermée toute la journée. Mais toute la journée, elle a insisté. Elle me reposait la question. J'ai jamais voulu répondre. Et à la fin de l'école, à 3 heures, elle m'a reposé encore la question. Et là, j'ai fendu en larmes. J'ai vraiment fendu en larmes. J'ai dit, regarde, j'ai pas respecté le règlement à la maison. Et mon papa était pas content. Puis c'est ça qui explique mes marques. Et là, finalement, la réaction de mon enseignante, c'est qu'elle m'a emmenée dans le bureau de la travailleuse sociale. Et la même soirée, ils m'ont retiré de ma famille. Ils m'ont placé en famille d'accueil. Donc, j'ai été placée en famille d'accueil pour 30 jours. J'ai été prise en charge par la DPJ et tout. Donc, ça a été un choc. Ça a été un choc pour moi. Je me suis sentie trahie par la travailleuse sociale parce que, en me plaçant dans la famille d'accueil, j'ai senti comme si ils accusaient mon père de quelque chose, alors que pour moi, c'était normal. Pour moi, c'était quelque chose de normal. J'avais pas besoin, c'était pas aussi grave que ça pour me faire retirer de la maison et tout, mais ils ont préféré me retirer de la maison et me placer en famille d'accueil pendant 30 jours. Donc, après cette situation, après avoir passé mes 30 jours dans la famille d'accueil, je suis retournée à la maison. Je suis retournée à la maison chez moi et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais été la même. Je n'ai plus jamais été la même. L'amour que j'avais pour mes parents s'est transformé en haine. En haine parce que je me disais comment ils pouvaient me traiter ainsi. Même mon attitude avait changé. J'étais devenue très agressive, très colérique. Moi aussi, à mon tour, je ne communiquais plus, je criais. Même avec ma mère, je veux dire, quand elle me posait des questions, je lui répondais, mais de manière très agressive. Donc, à partir de là, à partir de ce moment, c'est comme si, au fait, je m'en foutais de tout. Là, je m'en foutais de tout. Parce que ma situation familiale n'avait pas plus changé que ça après mon retour de la famille d'accueil. Entre 15 ans et 17 ans, je suis vraiment tombée dans la délinquance. Écoute, j'ai tout fait. Ça a été un moment de ma vie où c'était les fugues. C'était les fêtes, les sorties, les fêtes. J'avais pas le droit de sortir, mais j'y allais pareil. C'était les fêtes. J'ai fait pas mal de mauvais coups. J'ai fait pas mal de mauvais coups de 15 à 17 ans. Et un jour, un bon matin, pendant que tout le monde allait à l'école, pendant que tout le monde avait quitté la maison pour aller à l'école, et mes parents au travail, j'en ai profité, moi, pour rentrer chez moi et j'ai vidé ma chambre. J'ai vidé ma chambre complètement et j'ai pris mes affaires et je suis partie. J'ai quitté la maison, j'avais 17 ans et demi. J'avais une petite amie que
que j'avais rencontré, on se fréquentait et tout. Et lui, il habitait seul. Il avait son appartement seul et tout. Donc, à 17 ans, lorsque moi j'ai quitté la maison, lorsque j'ai quitté la maison, j'avais pas grande option. Je savais pas. Dans le fond, j'ai quitté par peur, par peur et par aussi. J'étais plus bien de vivre dans cette situation-là, dans cette confrontation avec mes parents. J'étais plus bien de vivre dans cette atmosphère, donc j'ai préféré partir. Et j'avais mon petit ami qui, lui, habitait seul. Et donc, il a accepté que je vienne. Il a accepté de me prendre avec lui. Donc, à ce moment-là, je suis partie avec lui. Puis ça a dégénéré au fait. Ça a dégénéré. Regarde, on était des jeunes, on n'était pas prêts du tout à habiter ensemble et tout. Donc après quelques mois, on a dû se séparer. Donc j'ai dû quitter. J'ai dû trouver un autre plan B. Donc, je me suis retrouvée dans la situation où, là, j'habitais chez mon petit ami. Cette fois-ci, là, j'avais 18 ans, par exemple. J'avais 18 ans. J'habitais chez mon petit ami. Ça ne fonctionnait plus. Il fallait que je parte de là. Donc, j'avais deux choix. À ce moment-là, j'avais deux choix. Comme j'avais 18 ans, ou j'allais en appartement, où je retournais chez mes parents. C'est les deux choix qui s'offraient à moi à ce moment-là. Donc, durant cette période difficile, à cette étape-là, j'ai une amie qui était venue me rendre visite là où j'étais, et je lui avais expliqué la situation. Je lui avais dit, regarde, je suis vraiment dans l'eau chaude, je peux plus rester ici, je sais pas quoi faire. J'ai l'option ou de me prendre un appartement ou de retourner chez mes parents. Mais à ce moment-là, mon emploi d'étudiant que j'avais, parce que j'avais un emploi étudiant, j'étais caissière dans un supermarché. J'avais perdu cet emploi-là parce que avec tous les problèmes familiaux que j'avais eus, je me présentais plus, je manquais beaucoup de journées au travail, j'arrivais jamais à l'heure et tout. Donc j'avais perdu cet emploi-là. Donc, non seulement j'étais chez mon copain, il fallait que je quitte cet endroit, mais je me retrouvais aussi pas un sou. Donc, j'en ai parlé à ma copine et tout. J'ai dit, regarde, je suis dans l'eau chaude, je sais pas quoi faire. Il faut que je parte de cet endroit, mais écoute, retourner chez mes parents. Écoute, je suis partie, lorsque j'ai quitté chez mes parents à 17 ans, j'ai plus jamais fait signe de vie. Donc, mes parents étaient à ma recherche, mes parents me cherchaient partout. Je savais qu'ils me cherchaient parce que j'avais gardé contact avec mes petites sœurs. Je les appelais tout le temps pour prendre de leurs nouvelles et tout. Et elles me le disaient, ben là, papa et maman te cherchent partout. Donc, t'as intérêt à rentrer à la maison parce que tout le monde te cherche et tout. Papa est vraiment pas content, donc on te conseille de vraiment rentrer à la maison. Donc, c'était pas rassurant pour moi. C'était pas rassurant pour moi de savoir que mes parents étaient pas contents, me cherchaient partout. Ça me poussait pas à rentrer à la maison parce que pour moi, le pire m'attendait encore en rentrant. Donc, j'en ai discuté avec ma copine. Et je lui ai dit, regarde, qu'est-ce que je fais? Je vais pas rentrer à la maison. Écoute, mon père m'a déjà mis à genoux toute une nuit parce que je suis rentrée un peu plus tard à la maison. Là, je suis pas rentrée pendant des mois. Qu'est-ce qui m'attend? Il va me trancher la gorge. Donc, non, là, c'est la peur qui a pris. La peur a pris c'est la peur la peur s'est emparée de moi. Donc, l'option de rentrer chez mes parents, c'était non. Je retourne pas là-bas. Donc, il me restait une option, c'était d'aller en appartement. Mais là, je dis à ma copine, comment je vais aller en appartement? J'ai pas $1. J'ai pas les moyens financiers pour me payer un loyer.
Donc, ma copine, elle me dit, ben regarde, moi je connais un moyen où est-ce que tu peux pouvoir faire beaucoup d'argent. Moi, j'ai dit, ah ouais, c'est quoi? Elle dit, ben regarde, moi, tu sais, je le fais et tout. Et j'ai dit, ok, mais tu fais quoi? C'est quoi? J'étais dans l'excitation, ok, un moyen de faire beaucoup d'argent. Elle dit, ben va dans les bars de danseuses. J'ai dit, hein? Elle dit, ben oui, dans les bars de danseuses, écoute, regarde, moi, j'ai commencé il n'y a pas longtemps, puis regarde, dans une soirée, tu peux te faire 300-400 $. J'ai dit, oh non, jamais. J'ai dit, ça, c'est signer la mort. J'ai dit, si mes parents, fallait qu'ils apprennent que je suis rendue dans les bars de danseuses, j'ai dit, ça, c'est signer la mort. J'ai dit, non. Ça, c'est pas fait pour moi. Donc, elle m'a dit, ok, ben regarde, moi, c'était une option avec ça. Regarde, c'est sûr que tu n'auras pas de problème de loyer et tout, tu n'aurais pas de misère. Donc, elle m'a laissé sur ça et elle s'est en allée. Et je me souviens quand cette journée-là, en s'en allant, j'étais déjà dans le pétrin et tout. Donc, en s'en allant, elle m'a laissé un billet de 100. Elle m'a laissé un billet de 100. Elle s'est en allée et elle m'a dit, tiens, tu sais quoi, Dani, tu sais, je te laisse l'argent pour manger, tiens. Fait que moi, j'étais vraiment toute impressionnée. Je dis, mon Dieu, elle me laisse un billet comme ça, de 100 et tout. Donc, elle m'a laissé comme ça la nuit. La nuit, j'ai pris le temps de réfléchir à cette situation. J'ai dit, mon Dieu, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Et là, je me suis dit, écoute, mon ami m'a suggéré d'aller danser et tout. C'est sûr que ça serait non. J'ai dit, mais après, je me suis dit, mais si elle est capable de le faire, pourquoi je ne le ferais pas? Je vais essayer. Donc, le lendemain, je la rappelle, puis je lui dis, tu sais quoi, regarde, j'ai pas le choix, j'ai plus rien, j'ai rien à perdre, let's go. Je vais aller essayer avec toi. Elle me dit, ah oui, je dis, oui, je vais essayer avec toi, amène-moi une soirée, puis je vais voir qu'est-ce que ça donne. Fait que le lendemain, elle vient me chercher et tout. Durant ce temps-là, moi, je suis toujours chez mon petit ami, ça marche plus, ça va plus, mais on avait fait, on était comme séparés, je veux dire, on se parlait plus dans la maison. On était dans la même maison, mais chacun faisait ses affaires. Donc, elle vient me chercher une journée et tout. Et là, on s'en va. On s'en va dans le bar. Elle me donne des costumes et tout. Puis là, on s'en va. On va passer la première journée au bar. Puis là, on arrive au bar. C'est la première journée. Elle commence à m'expliquer comment ça fonctionne. Regarde, ça fonctionne comme ça, comme ça. La première journée que j'ai faite avec elle, écoutez, j'avais fini de me préparer et tout. J'avais mis en application tout ce qu'elle m'avait dit de faire et tout. Mais je suis arrivée au bar, les gens voulaient me lâcher. Je suis restée dans un coin, je me souviens la première fois, je suis restée dans un coin, j'ai jamais bougé. J'ai jamais bougé de la soirée. Et à un moment donné, dans la soirée, elle vient me voir, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais en restant comme ça, là? Si tu restes immobile comme ça, là, c'est pas comme ça que tu vas faire de l'argent. Bouge, va voir les gens et tout. J'ai dit, non, c'est pas fait pour moi. Écoute, c'est vraiment pas fait pour moi. Moi, il faut que je m'en aille d'ici. Là, elle me dit, ben non, inquiète-toi pas, ma rassure. Elle dit, ben non, inquiète-toi pas, regarde, prends un verre de cognac, puis tout. Puis tu vas voir, quand tu vas le prendre, là, ça va passer, tu vas te déjeuner, puis tout. Un verre de cognac. Même l'alcool, je savais pas c'était quoi l'alcool. Je connaissais la bière, mais l'alcool, je savais pas c'était quoi l'alcool à ce moment-là. Donc, je l'ai écouté, j'ai dit OK. Donc, on est allé, j'ai pris un verre de cognac. Et c'est drôle, là où j'étais pas capable de bouger, j'ai commencé à me laisser aller. Là où j'arrivais pas à parler, j'ai commencé à rire. Là où j'étais bloquée, je suis devenue comme sociable, je parlais à tout le monde. Donc, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à prendre le rythme de tout le monde. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai appris le métier. Puis, c'est ça, après quelques temps, j'ai vraiment été initiée à ça. Donc, à partir de ce moment-là, je suis là, c'est ma nouvelle vie qui commence. À ce moment-là, j'ai assez d'argent pour me payer un logement
La semaine d'après, j'ai pu prendre mon appartement, j'ai pu payer mon loyer. Là maintenant, je me sentais autonome, indépendante. La vie commençait pour moi. Je me sentais au sommet. Je veux dire, la liberté. C'était la liberté totale. Mais euh, ça a été intérieurement, ça a été le début d'une descente aux enfers. À ce moment de ma vie, vraiment, j'étais très éloignée de ma famille. Personne n'était au courant de ce que je faisais parce que, d'ailleurs, d'abord, je ne le faisais pas à Montréal. Lorsque j'allais travailler, je partais en dehors de Montréal. Donc, je partais une semaine et je revenais, donc personne n'était au courant de mon style de vie. Au fait, ça a été vraiment, j'avais une double vie au fait. J'avais une double vie dans le sens que je vivais la vie de nuit, mais lorsque je partais en dehors, j'allais dans les bars, j'allais travailler, j'allais faire de l'argent. Lorsque je revenais chez moi, je revenais moi-même. Donc, c'est à ce moment-là que c'est comme ma conscience me frappait, en fait. Je commençais à me demander, je me disais, à l'intérieur de moi, je me posais la question, je me disais, comment j'ai pu en arriver là? Comment j'ai pu en arriver là? Je voyais aucune porte de sortie. Je voyais aucune porte de sortie. Et tout, j'étais déconnectée de tout. J'étais déconnectée de ma famille, de mes parents. Toujours en contact avec mes petites sœurs. Par exemple, mes petites sœurs, je les ai jamais lâchées. Je les donnais tout le temps de mes nouvelles et tout. Mais elles n'étaient pas au courant. Elles n'étaient pas au courant de ce que je faisais. Un jour, en allant faire la fête avec mes amis dans une boîte de nuit, j'ai rencontré un gars cette soirée-là. Là, j'avais 19 ans, là, j'étais rendue à 19 ans. Et on s'est rencontrés durant cette soirée dans la boîte de nuit et tout. Et on s'est échangé nos coordonnées et tout. Et on est resté en contact. Donc, en restant en contact, on est resté amis. On a commencé à se fréquenter et tout. Je l'aimais bien et tout, mais je gardais quand même mes distances avec ce gars-là parce que, sachant le style de vie que je menais, je voulais pas, c'est pas quelque chose que j'étais portée. Je voulais pas qu'il l'apprenne dans le fond. Je voulais pas qu'il apprenne quel style de vie que je menais. C'était pas une fierté pour moi d'annoncer que, tu sais, moi, tu sais, je suis une danseuse nue, je travaille dans les bars. C'était pas une fierté du tout pour moi de dire. Donc, on s'était liés d'amitié, mais au fait, je gardais mes distances avec lui pour ne pas qu'il m'en demande plus. Mais à un moment donné, on s'est vraiment liés d'amitié et tout. Et il est arrivé à un moment donné où j'ai dû lui dire que... au fait, comment ça s'est passé, c'est que... on se parlait souvent au téléphone, et il m'a jamais vraiment demandé, il m'a jamais vraiment demandé ce que je faisais dans la vie, mais lorsqu'il m'appelait au téléphone, des fois ça tombait qu'il m'appelait et j'étais pas à Montréal, donc il m'appelait, il me disait, ah, allô Nali, comment ça va? Je disais, ça va bien et tout. T'es où? Ben, je suis pas à Montréal, je suis en dehors de Montréal, je reviens dans quelques jours. Il disait, ah, ok, ben, je voulais prendre de tes nouvelles et tout. Et, tu sais, dans le milieu, on se connaît un peu dans le milieu et tout, dans le milieu des bars. Je savais qu'on lui avait dit ce que je faisais, mais j'étais pas capable encore de lui avouer de moi-même qu'est-ce que je faisais. Mais,
Puis j'avais aussi cette peur de lui dire parce que je me sentais bien avec lui. On était vraiment des bons amis et tout. C'était quelqu'un qui me mettait à l'aise, j'étais vraiment totalement transparente avec lui. On était transparents les deux, à part cette partie-là de ma vie que je voulais pas lui dire, mais c'était quelqu'un qui m'a mis à l'aise tout de suite. Donc, un jour, je me suis dit, ben, regarde, j'ai pas le choix de lui dire qu'est-ce que je fais, tu sais, il va se demander, il va finir par se demander, hein, mais pourquoi la fille, des fois, est à Montréal, puis des fois, elle est à l'extérieur de Montréal. Donc, puis un jour, je me suis dit, je dis, regarde, j'ai rien à perdre, là, au pire, je vais lui dire, puis, tu sais, s'il est pas content, puis tout, ben, regarde, tu sais, on va se séparer là, puis, c'est tout, ça va finir là et tout. Donc, un jour, je lui ai dit, un jour, en étant à l'extérieur, j'ai dit, ben, regarde, moi, je suis au travail et tout, puis, c'est ça que je fais dans la vie. Puis, moi qui m'attendais à une certaine réaction, il m'a juste dit OK. Il m'a juste dit OK, c'est correct. Puis il a changé de sujet tout de suite. Puis on a recommencé on est tombé sur un autre sujet et tout. Puis moi je suis restée vraiment surprise de ça et tout. À mon retour de Montréal, on s'est vus, on s'est croisés. Puis je l'ai invité chez moi à la maison. Je restais seule dans mon 2,5. Fait que je l'ai invité chez moi à la maison. On a passé une soirée. À un moment donné, je l'ai invité une soirée à la maison, venir écouter un film. Et là, vraiment, j'ai déballé mon sac. J'ai déballé mon sac, je lui ai raconté vraiment comment j'avais quitté la maison. J'ai déballé mon sac, au fait, puis je lui ai raconté comment ma relation a dégénéré avec mes parents. Et j'ai quitté la maison pour aller habiter avec mon ex, ça n'a pas fonctionné. Je me suis retrouvée seule en appartement et que maintenant, j'étais rentrée dans le milieu des bars pour pouvoir, tu sais, payer mes trucs et tout. J'ai vraiment déballé mon sac avec lui. Et voilà, sa réaction lorsque j'ai déballé mon sac. Moi, je m'attendais à après avoir déballé mon sac, je m'attendais à une personne qui allait me regarder avec du dégoût, avec mépris. Je m'attendais à une personne qui allait se dire, mon Dieu, dans quel monde elle vit? Mais non. Il m'a pris dans ses bras. Et je suis tombée en sanglots dans ses bras. Et j'ai eu une drôle d'émotion. Pendant que j'étais dans ses bras, j'ai eu une drôle d'émotion parce que j'ai ressenti, tout d'un coup, j'ai ressenti le manque d'affection paternelle. Le manque d'affection paternelle qui m'avait manqué durant toute mon adolescence. D'avoir mon père qui me serre dans les bras de cette façon. D'avoir mon père qui me serre dans les bras, tu sais, en disant tout va bien, tout va bien aller. Et j'ai ressenti ça lorsqu'il m'a pris dans ses bras et ce n'était pas mon papa. Donc, cette émotion est venue comme un flash. J'ai eu comme un manque, j'ai ressenti comme un manque d'affection paternelle, mais ça a été comme un flash. Ensuite, je me suis retirée et tout, et la soirée a continué, on a regardé un film et tout. Donc, c'est comme ça que ma relation avec ce gars-là a continué.